Est-ce que la France a changé de position de façon fondamentale sur le conflit israélo-palestinien? Il n'y a pas de déclaration stricte d'ampleur globale qui va dans ce sens, mais plusieurs éléments le laissent penser, et de façon quand même très forte. Ce sont trois épisodes successifs qui ont eu lieu et qui viennent tous marquer une rupture fondamentale avec la position traditionnelle de la France sur le conflit israélo-palestinien, la France ayant l'habitude d'être le pays occidental le plus en pointe dans la défense des droits des Palestiniens, dans la reconnaissance de leur droit à avoir un État et un foyer national. Et pour ce faire, la France n'a pas hésité dans le passé à critiquer très durement Israël. Or, on voit aujourd'hui que la situation s'envenime chaque jour sur le terrain. Gaza est toujours sous contrôle. Il y a toujours un cessez-le-feu qui n'est pas respecté. Le Bordeaux de Peace se réunit le 19 février et va un peu acter finalement la tutelle américano-israélienne sur Gaza. Il y a toujours des violences en Cisjordanie et des menaces d'annexion. Et par rapport à cela, il y a des protestations officielles de la France, mais qui ne sont jamais suivies d'effets concrets. Aujourd'hui, s'il y a un pays occidental qui est le plus en pointe dans la défense des droits palestiniens, ce n'est plus la France, c'est l'Espagne. Et par rapport à la reconnaissance de l'État de Palestine, la France a été en retard par rapport à d'autres pays membres de l'Union européenne. Et cette reconnaissance, qui n'a d'ailleurs pas débouché sur l'ouverture d'une ambassade, alors qu'elle aurait dû avoir lieu après la libération de tous les étages, eh bien, reste pour l'instant purement formelle. Mais il y a plus grave, c'est que désormais, on a le sentiment que la France ne vient plus défendre le droit des Palestiniens, mais vient mettre en cause ceux qui le font. Et ceci est très inquiétant. Le 9 décembre 2025, Benjamin Haddad, ministre délégué aux Affaires européennes, a saisi la chef de la diplomatie européenne, Mme Kaja Kallas, pour lui demander de vérifier si l'argent versé par l'Union européenne aux différentes ONG opérant à Gaza ou en Cisjordanie était bien utilisé, qu'il n'y a pas de lien entre ces ONG et le Hamas. Oui, alors bien sûr, on peut se dire qu'il est nécessaire que l'argent donné par l'Union européenne soit vérifié, soit bien utilisé, sauf que cette demande intervenait au moment même où Benyamin Netanyahou demandait l'arrêt de l'action de 37 ONG européennes qui agissaient à Gaza et qui les interdisait de présence à Gaza, en Cisjordanie, tout ça parce qu'elle n'entrait pas dans ses plans, et donc c'était une action directe contre ces ONG. Et Benyamin Netanyahou mettait aussi des liens entre l'ONG et le Hamas, et donc en fait, Benjamin Haddad reprenait l'argumentaire de Netanyahou, et c'est en cela gênant parce que ces ONG jouent un rôle essentiel dans la survie déjà difficile, quotidienne des Palestiniens. Il était malheureux que cette initiative arrive en ce moment. D'ailleurs, il y a eu des réactions très vives. Le président de la CNDH, M. Jean-Marie Bourguriou, qui n'est pas connu pour être un islamo-gauchiste, a regretté cette action disant qu'elle était grave et qu'elle mettait en péril l'action des ONG humanitaires dans les territoires palestiniens. Et il disait aussi que cela venait contredire les demandes incessantes du système onusien pour permettre l'accès à l'aide humanitaire de la population à Gaza. Et Jean-François Corti, le président de Médecins du Monde, on sait qu'il est très impliqué sur Gaza, lui aussi critiquait vertement cette demande de Benjamin Haddad, dont on peut à tout le moins dire que le momentum était mal choisi. Mais il y a eu plus grave encore. Il y a une dizaine de jours, Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, répondant à une question de Mme Caroline Yadan, députée des Français établis à l'étranger, mais surtout députée des Français établis en Israël, parce que c'est surtout de ça qu'elle s'occupe, disait que oui, elle avait mis un bon point et que les déclarations de Mme Francesca Albanese étaient tout à fait inadmissibles et que le fait qu'elle puisse dire que Israël était l'ennemi de l'humanité était inacceptable et que de ce fait, la France a demandé le renvoi de Mme Albanese de son poste de rapporteur spécial pour les territoires palestiniens. Et ce qui est plus grave, c'est que Jean-Noël Barrot a repris l'argument qui était déjà démenti de multiples fois. Mme Caroline Yadan a menti. Elle a fait dire à Mme Albanese ce qu'elle n'a jamais dit. Et donc, le ministre des Affaires étrangères a repris une fake news à son compte et va demander le renvoi de Mme Albanese. Alors, en fait, ce qui est un peu grave, c'est que M. Barrot aurait pu dire « Mme Yadan, vous donnez une fausse information, je ne peux pas vous suivre » ou « Mme Yadan, vous reprenez en fait les arguments du gouvernement israélien et donc on ne va pas vous suivre là-dessus ». C'est l'inverse qui s'est produit. Deux solutions. Soit la France obtient le renvoi de Mme Albanese, mais elle aura vraiment un très grand discrédit moral parce qu'elle sera attaquée à quelqu'un qui, certes de façon passionnée, défend le droit des Palestiniens et surtout sur la base d'une information fausse. Il sera difficile ensuite de dire qu'on lutte contre la désinformation. Soit elle ne l'obtient pas, et donc il y aura le discrédit moral d'avoir pris un combat qui n'est pas le bon, et donc d'apparaître encore, non pas comme le pays qui défend le droit des Palestiniens, mais le pays qui attaque
quelqu'un qui défend les droits des Palestiniens. Et le troisième épisode, c'est le président Macron, dans un interview sur Radio J, qui reprend l'assimilation entre antisionisme et antisémitisme, donc soutenant directement une loi qui interdirait l'un et l'autre. Du coup, le président de la République française reprend de fait l'argument des dirigeants israéliens qui n'arrêtent pas de marteler que l'antisionisme est le nouveau masque de l'antisémitisme, alors que ce sont deux choses tout à fait différentes et qu'en plus, on parle là de la critique du gouvernement israélien. Et donc, c'est ceux qui défendent les droits des Palestiniens qui sont accusés d'être antisionistes, alors que la plupart plaident pour la solution des deux États, et pire encore, d'être antisémites, ce qui est bien sûr infamant. Comment expliquer ce revirement qui n'est pas annoncé, mais qui est quand même fondamental? Il y a bien sûr des motivations de politique intérieure, c'est s'opposer à la France insoumise, qui est devenue l'ennemi numéro un du gouvernement. Et c'est aussi ne pas vouloir se fâcher avec les institutions juives officielles qui soutiennent de façon très nette Israël et ne pas vouloir se confronter avec le gouvernement israélien pour, dit-on, ne pas perdre le lien avec lui, lien qui ne sert pas à grand-chose parce qu'on ne voit plus dans quelles circonstances l'actuel gouvernement israélien a écouté la voix de la France. Alors qu'il ne se prive pas, bien au contraire, d'attaquer la France de façon fondamentale. Cette timidité, pour ne pas dire plus, à critiquer l'action du gouvernement israélien, à ne pas s'opposer aux institutions françaises qui reprennent les positions du gouvernement israélien, interviennent au moment où l'action de ce dernier est la plus critiquable. Il était plus facile de critiquer Sharon au début de ce siècle, alors que la répression qui existait déjà n'avait pas l'ampleur d'aujourd'hui, puisque la question du génocide, si elle n'est pas encore tranchée juridiquement, est posée, et que la Convention de 1948 sur son interdiction dit aussi également qu'il y a un devoir de prévention du génocide, et donc le fait de ne pas faire grand-chose dans ce domaine risque de peser lourd sur l'image de la France à l'avenir.